Bonjour, 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 ça va, vous allez bien? très bien, merci. Eh ben, super, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui. Mais moi aussi, je suis très content de pouvoir être avec vous. Ah ben, avec plaisir, avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un d'un projet de restauration. Et je trouve très important le fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de patrimoine, on parle beaucoup de comment agir par rapport au patrimoine et comment conserver ce patrimoine, mais on connaît très très peu comment se fait la restauration. Et surtout, cette architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en fait, on n'a pas beaucoup enfin, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas beaucoup enfin, pour comprendre le processus de comment ça se fait. Et donc, voilà, je pense que qu'on pourra peut-être juste commencer dans 5 minutes. Pas de problème, Ok. pas de problème. Je vais profiter, M. Jatillon, de cette petite pause-là pour parler, parce que là, je vois beaucoup d'étudiants qui se connectent. Et donc, Très bien. je me dis, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre processus depuis comment vous avez choisi à faire l'architecture et puis jusqu'à présent, comment vous voyez avec votre retour d'expérience de plus de 40 ans, j'imagine, comment vous trouvez les études d'architecture jusqu'à présent? Écoutez, oui, parce que c'est pour les étudiants et tout ça. Ouais, ouais, Écoutez, moi, j'ai fait des études d'architecture de façon tout à fait normale, sans forcément au départ penser devenir architecte. J'ai fait ça un peu par hasard. À Grenoble et puis à Paris-Belleville. Et la question, j'ai créé une agence très tôt, en 1986, et la question du patrimoine n'était pas ma préoccupation première, même si j'étais intéressé d'aller visiter des églises pendant les vacances. Ça s'arrêtait là. Et parce que j'ai eu la chance de travailler sur des projets culturels avec des artistes, avec des auteurs, avec des gens de théâtre, la question de la mémoire s'est posée. Et je me suis posé cette question en architecture, alors même que les études d'architecture n'abordaient pas tellement la question de l'histoire de l'architecture, puisque dans nos études, l'architecture commençait alors en 1920, en 1929, ce qui est déjà pas mal avec Mies van der Rohe, voilà. Mais avant, il se passait pas grand-chose. Et encore, ce qui se passait après, on n'en était pas très informé. Mais voilà, il n'y avait que l'architecture entre guillemets moderne qui existait, et le reste, c'était pour d'autres. Et j'ai choisi d'aller à l'école, j'avais 39 ans, à l'école de Chaillot. J'ai suivi des cours pendant 2 ans, c'était tous les 15 jours, 2 jours, absolument passionnant, tout en ayant mon agence, bien sûr, qu'il fallait continuer à faire fonctionner. Et à la sortie de cette école, j'ai eu l'opportunité, 4 ans après, c'est-à-dire en 2004, 2005, de passer le concours d'architecte en chef des monuments historiques. J'ai eu la chance de le réussir et je suis donc architecte en chef des monuments historiques depuis 2005. Voilà. J'avais 45 ans, j'en ai aujourd'hui 59 et depuis cette époque, effectivement, j'ai la chance, avec ce statut très particulier, d'avoir à restaurer des œuvres majeures du patrimoine alors français ou étranger, parce qu'on peut être appelé à l'étranger sur des œuvres patrimoniales. Et donc cette question de qu'est-ce qu'on fait avec les objets qui sont là est une question très importante. Et parmi ces objets, j'ai eu très vite à m'intéresser au patrimoine du XXe siècle, notamment à travers les halles du Boulingrin à Reims, qui sont un magnifique voûte en béton d'Eugène Fraissinet, qu'on a restauré, voilà, qui était un bâtiment en très très mauvais état, qui était voué à la démolition. Et on a pu faire la démonstration que ces architectures, ici des années 1929-1930, avaient une très très grande force. Même si leur aspect béton paraissait dégradé, étaient des architectures très puissantes, très bien construites pour la plupart, et qu'elles pouvaient encore apporter quelque chose à notre société contemporaine, quelque chose de fort, quelque chose d'important. Et de fil en aiguille, j'ai eu à restaurer d'autres bâtiments modernes, la cité refuge de l'armée du salut de Le Corbusier, un bâtiment très compliqué à restaurer, très intéressant, la piscine des Amiraux d'Henri Sauvage à Paris, et puis une architecture plus récente des années 60-70, qui est la Maison des sciences de l'homme de Baudouin, Lodz et Despons,
qui est un bâtiment de verre tout à fait particulier à Paris sur le boulevard Raspail. Et puis ce petit objet tout à fait particulier dont on va parler maintenant, qui est l'appartement atelier de Le Corbusier. Puis d'autres choses du XXe siècle, des bâtiments, une piscine à Strasbourg. Aujourd'hui, voilà, on ne fait pas que ça, on s'occupe d'autres choses qui n'ont rien à voir, comme le château de Chambord ou le Grand Palais. Mais en réalité, c'est la même problématique. Ce sont des architectures, on doit les regarder comme telles et avoir la même patience et la même passion pour Chambord qu'on pourrait avoir pour Le Corbusier. On parle de la même chose, on parle toujours d'architecture. Absolument. Est-ce que, d'ailleurs, une question très importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence entre rénovation, réhabilitation et restauration? Parce que on fait beaucoup d'amalgames. Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que non, chaque chose il est à part? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors, c'est une excellente question parce qu'en plus ces termes-là disent pas la même chose dans les autres langues. Donc il y a beaucoup de confusion. Il n'y a pas vraiment une. Enfin, je dirais que quand on réhabilite un objet, on se pose pas trop la question de l'œuvre initiale ou de l'ouvrage initial. On parle plutôt de réhabilitation pour des ouvrages assez communs qui n'ont pas une grande valeur sur le plan patrimonial. Donc voilà, on avait un objet, je sais pas, un immeuble, on en refait un immeuble, on le réhabilite aux normes contemporaines. Restauration, on entend bien entendu restaurer un état ou une succession d'états qu'on a analysé auparavant. Donc ça demande un travail de compréhension et d'analyse que demande beaucoup moins la question de la réhabilitation. Quant à la rénovation, c'est remettre à neuf. Là aussi, il y a beaucoup d'ambiguïté avec la restauration. Je peux remettre à neuf sans me préoccuper de l'histoire. Je dirais que dans la restauration, la question de l'histoire du bâtiment prime sur tout le reste. Là où ça prime beaucoup moins dans la question de la réhabilitation et de la rénovation. Mais je peux rénover tout en restaurant et tout en réhabilitant. Voilà. Donc je peux restaurer une œuvre, la réhabiliter et la rénover. Voilà. C'est pas incompatible. Voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. C'est pas tellement le mot qu'on met dessus. C'est au final l'attention qu'on porte à l'objet. D'accord. Eh ben, super. C'est très passionnant comme conversation. Je pense qu'on va en revenir surtout peut-être à la fin de votre présentation. Avec plaisir. Donc là, on va commencer. Je vais partager mon écran et donc vous pouvez directement commencer votre intervention. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, on parle de l'appartement et l'atelier de Le Corbusier à Paris qui a été restauré par Châtillon Architecte, donc le fondateur aujourd'hui est avec nous. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à intervenir hein, et à me poser des questions. J'espère que ça va pas être trop long et sinon on coupe et on passe à la conversation. Donc je vous parle de cet appartement atelier. C'est un objet très spécial puisque Le Corbusier l'a construit dans les années entre 31 et 1934. C'est-à-dire en même temps que des objets comme la Villa Savoie, en même temps que la cité refuge de l'Armée du Salut, dans sa période des 5 points de l'architecture, donc avant la guerre, et c'est le moment où il se fait connaître, où il devient quelqu'un sur la scène internationale de connu. Et donc il va se construire cet appartement dans le cadre d'une promotion immobilière dont il est lui-même un des promoteurs, l'immeuble Molitor. Et il va se réserver les 2 étages d'attique pour se faire une espèce d'univers à lui qui sera à la fois son appartement et son atelier dans lequel il va vivre de 1934 à 1965. Alors il y a une petite éclipse qu'on n'aime pas trop dire quand on parle de Le Corbusier, mais enfin pendant la guerre il a été un petit peu à Vichy un petit moment, voilà, on va pudiquement oublier cet épisode, mais il revient s'installer dans son appartement atelier à la fin de la guerre avec sa femme Yvonne. Auparavant, il habitait dans le 5e ou du 6e, je crois, je sais plus, en plein Paris. Et là, il déménage à la lisière de Paris. On est là près dans le quartier du Stade, du Parc des Princes, des grands stades. Donc c'est presque la banlieue.
Ce qui fait que pour Yvonne, ce sera assez dur. Elle se sentira très isolée du cœur de Paris qu'elle aime beaucoup. Donc, vous pouvez passer les images. Donc, si vous pouvez passer l'image, vous avez ici une photo de Le Corbusier dans son appartement. On est là, je vois pas la légende, mais je pense qu'on est dans les années 60. Alors, il meurt en 65, hein, donc oui, c'est ça, 1960. On va passer vite les images. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance et puis pour vous expliquer pourquoi c'est un objet tout à fait particulier. Alors, évidemment, Le Corbusier, il est très lyrique. Il a un rapport à la nature, à la lumière. N'oublions pas qu'il est né en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Il a un rapport à la montagne très 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 particulier, ce qui fait que c'est important dans son architecture et notamment sur la question des toits terrasses. Quand on habite à la montagne, on descend pas au jardin, on monte à la montagne pour voir la nature. Et chez Le Corbusier, la plupart du temps, on monte pour la nature, on monte au jardin, on descend pas au jardin. Et c'est le cas dans cet appartement. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il est dithyrambique sur sa propre production parce que la modestie n'était pas exactement son point le plus fort. Donc on peut continuer. Parce que j'arrive pas à la lire. Donc quelques photos de ce bâtiment. On le voit inséré entre des bâtiments beaucoup plus sages avec une esthétique. L'art déco est déjà en train sur la fin, mais plutôt une esthétique art déco. Et là, il propose une façade de verre où il alterne toujours dans l'idée des 5 points de l'architecture, une espèce de façade immatérielle où on passe de l'opaque au transparent avec un certain nombre de degrés, de translucides, de briques de verre armé, de verre transparent, de verre translucide. C'est donc la façade pour lui est un objet qui se compose de l'opaque au transparent. Voilà. Et donc, ce sont les 2 derniers étages sur lesquels il va construire sa maison, parce que c'est presque une maison posée sur un toit. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, certains architectes pensent avoir une idée géniale en proposant ça, mais voilà, Le Corbusier l'avait fait en 1930. On peut aller plus loin. Le bâtiment a été justement construit par lui ou pas? Enfin, ou c'était déjà un bâtiment Non, c'est lui qui l'a construit avec Pierre Jeanneret. Ils ont fait les plans, ils ont fait une promotion immobilière, ils ont vendu les appartements plutôt à des amis. Son ingénieur structure va avoir un appartement, par exemple, en dessous. Donc, il devient lui-même promoteur. Mais enfin, c'est un peu la seule tentative qu'on lui connaisse. C'est pas Fernand Pouillon, si vous voulez, qui en fera un vrai moteur de son activité architecturale. Lui, voilà, il fait une promotion dans le cadre d'une promotion immobilière une fois, ici. Et il se réserve un appartement, 250 mètres carrés d'attique. Alors, on voit ici des photos de Le Corbusier dans son appartement. Alors, pourquoi cette restauration elle est particulière? Parce que on restaure l'œuvre d'un grand architecte dans lequel il a lui-même habité. Il a habité longtemps. Donc, il faut imaginer Le Corbusier que c'est pas une œuvre statique, c'est pas une chose qu'il a faite et puis ensuite il est parti et puis on pourrait dire on va refaire la chose comme Le Corbusier l'avait faite, puisque lui-même n'a pas arrêté de faire et de défaire son propre appartement, soit pour des raisons techniques, parce que c'était mal construit, ça prenait l'eau, les fenêtres pourrissaient, il les a changées, soit pour des raisons esthétiques, il changeait les couleurs, voilà, ou soit peut-être parce que sa femme Yvonne, elle en avait marre de voir la couleur de ce mur et qu'elle en voulait une autre. Donc il y a toute la vie qu'il faut comprendre là-dedans. Et là, on voit que c'est un objet très habité. Et c'est toujours très difficile de restaurer ce genre d'objet parce que évidemment l'artiste n'est plus dedans et on n'a plus son fouillis, on n'a plus ses objets, on n'a plus enfin on en a certaines, mais on n'a plus ce désordre qui fait la vie. Et on va être obligé de restaurer un objet vide. C'est très compliqué à faire. Voilà. Mais on voit dans ces photos. Je pense que c'est une très bonne réflexion et une réponse, on peut dire, aux architectes aujourd'hui qui, entre parenthèses, sacralisent tout bâtiment. Enfin, il suffit juste qu'il soit ancien, on le sacralise et on dit ah non, regardez comment les gens l'ont déformé. Mais en fait, c'est une question de flexibilité de l'espace. Alors là, vous nous apprenez que même Le Corbusier, avec la maison
avec sa propre appartement et son propre atelier. Il n'a pas arrêté à le réaménager, il n'a pas arrêté à le changer, à le modifier en fonction de sa fonction, en fonction des goûts. Oui, bien sûr, parce que moi je crois fondamentalement que l'architecture, c'est un art social, c'est-à-dire c'est un art qui se plie aux exigences de la vie. C'est pas un tableau qu'on fait et qu'on pend à un mur et on n'y touche plus. Et le premier qui y touche est sacrilège et tout ça. Ça marche pas comme ça l'architecture. Ce sont des objets extrêmement vivants et il faut que simplement qu'on fasse en sorte que il ne perde pas son âme entre guillemets ou ce qui en fait sa beauté, mais ça n'empêche pas qu'on joue avec, qu'on vit dedans, que la vie change, les besoins changent, on n'a plus les mêmes besoins aujourd'hui que Le Corbusier avait dans les années 1930. Et la vraie question de la restauration, c'est comment on fait pour que tous ces objets continuent à vivre dans une actualité qui est la nôtre, qui n'est plus les années 1930. Comment on fait pour qu'un objet comme ça vive dans une actualité qui est celle de 2024, 2025 bientôt. Donc c'est là où c'est pas un art du formol, la restauration. C'est au contraire un art de l'accompagnement des objets qui sont vivants. Donc, on va passer à la phrase d'après, parce que alors ces photos sont très importantes. Je vous dis pourquoi, parce que sur ces photos, on voit tout ce qu'avait Le Corbusier, on voit tout ce qu'il n'avait pas aussi. Il n'y a pas de télé, par exemple. Alors bien d'accord, on est dans les années 60, on est en 65, tout le monde n'a pas la télé, mais un type qui a fait toute sa carrière sur la modernité, sur le progrès et tout, il n'a pas de télé en 1965. Voilà, c'est comme ça. Il y a peu de livres. Il y en a, bien sûr, mais c'est pas justement. Je parlais de Fernand Pouillon. C'est pas Fernand Pouillon qui va collectionner. Il a un château complet rempli de livres. Non, c'est pas ça chez Le Corbusier. Et d'ailleurs, beaucoup des livres sont les siens. Donc c'est quelqu'un qui a un univers très particulier. Et cet univers-là, on le comprend entre son atelier, sa maison, son petit jardin sur le toit, la chambre pour sa maman. On va en parler sur le plan. Je vais vous expliquer comment ça marche. Ici, c'est des rappels historiques, mais comme on a beaucoup de mal à les lire, moi, je n'arrive pas à les lire. C'est juste, et c'est pas forcément très intéressant sur le discours. C'est juste pour expliquer qu'il a vécu là-dedans de 34 à 65 et qu'il a lui-même opéré des modifications, notamment sur les menuiseries extérieures. Pourquoi? Parce qu'il les avait imaginées en fer, parce qu'au début, dans les années 30, il n'y avait rien de plus beau que la métallerie. Et puis, on s'est aperçu que ça rouillait. Donc, il a dit non, mais ça va plus. Il pouvait plus fermer ses baies coulissantes, ça coulissait plus. Donc, il a tout refait en bois. Et puis, il s'est aperçu que le bois, ça pourrissait. Donc, il était furieux. Et il a fini dans les années 60 à faire une des grandes baies coulissantes qu'on a restaurées en aluminium. Mais quand on dit aluminium, ce sont des barres d'aluminium, des carrés et des plats qu'on assemble comme de la serrurerie. Et c'est pas encore des profilés d'aluminium comme on connaît aujourd'hui. Et ça, il va trouver que c'est génial. Et vous savez, Le Corbusier, il avait toujours une phrase, il disait toujours c'est épatant. Donc, il va dire l'aluminium, c'est épatant parce que enfin, il trouve le matériau qui rouille pas et qui s'abîme pas. Donc, nous, très sagement, on a restauré toutes les menuiseries métalliques telles qu'elles étaient en métal par respect pour l'œuvre du maître. Mais je pense que s'il avait été là, il nous aurait injurié parce qu'il aurait dit mais pourquoi vous mettez pas de l'alu? C'est tellement bien, c'est tellement épatant. Mais évidemment, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique où on veut exprimer justement toute cette histoire et tous ces changements et toute cette modulation. Mais il est à peu près. On peut parier qu'il n'aurait jamais remplacé ces menuiseries métalliques par du métal. S'il avait eu à les changer, il aurait pris de l'alu, c'est clair. Voilà. Mais en tant qu'étudiant, quand on étudiait sur lui, on a appris beaucoup sur son caractère. Le Corbusier, c'est un personnage à part. Donc là, on apprend beaucoup de vous parce que vous dites que son appartement, la question des livres, la question de la télé, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc on va continuer les images, sinon vous allez être là jusqu'à minuit. Une image de cette de cette façade qui est quand même dans le paysage urbain quelque chose de tout à fait particulier avec ces allèges en pavé de verre Nevada, ces fameuses briques de verre Nevada qui est quand même le must des années 30 qu'on va retrouver chez Charot, qu'on va retrouver chez beaucoup d'architectes et qui va donner cet aspect tout à fait particulier à cette architecture. À propos des briques de verre, il faut comprendre une chose dans cette architecture des années 30, c'est que nous,
on les voit comme des éléments de briques qui seraient assemblés entre. Pour eux, c'est pas ça qu'ils voient. Ils appellent ça d'ailleurs du béton translucide. Ils y voient la possibilité de faire comme un voile de béton qui serait translucide. Donc les joints sont les plus petits possibles. Le calpinage et le joint, c'est absolument pas l'objectif de la brique de verre. L'objectif de la brique de verre, c'est de faire comme si on avait un béton translucide. Et s'il y avait eu à l'époque un béton translucide, ça n'existe pas encore, ça existera peut-être un jour, ça aurait été pour eux l'idéal. Voilà. Donc il n'y a pas d'effet forcément. Alors bien sûr, il y a toujours un jeu décoratif, un effet décoratif qu'on trouve plus ou moins plaisant, mais le but théorique de la brique de verre, c'est de faire du béton translucide. Donc lui, il s'est installé ici en fait, c'est ça? Voilà, ce sont les allèges. Lui, il s'est installé là-haut. Il est là-haut, lui. Et encore, c'est pas l'image finale. On va y arriver. Donc, allons-y. Alors, là, il y a un plan tout à fait particulier. J'espère que vous le voyez. Parce que on arrive dans l'appartement de Le Corbusier, dans une espèce de petit… Alors, j'ai beaucoup de mal à voir le plan, mais vous avez… D'ailleurs, une petite parenthèse, on va normalement remettre tout l'enregistrement avec les belles résolutions. D'accord, super. C'est ce qu'on peut faire sur Instagram. Oui. Donc, si vous voulez, déjà, le plan, c'est un plan très classique. C'est un plan en U. On pourrait presque parler des ailes et du corps central et tout ça si on voulait faire une affaire. Et il va distribuer autour de la cour commune qui est au centre. Et il va distribuer, on rentre par le fond, dans une espèce de petit sas avec un escalier, on va voir les photos. Et là, on a de part et d'autre, deux dispositifs qui sont des espèces de grands pans de mur sur des pivots. Donc, c'est aussi une des caractéristiques, à part la porte d'entrée, ou les portes d'entrée, il y a une porte d'entrée, une porte d'entrée, il n'y a pas de porte dans cet appartement. La porte n'existe pas. Il y a des dispositifs qui sont comme des murs sur pivot qui permettent de dilater l'espace, j'ouvre ou je ferme. C'est vrai dans ce sas d'entrée qui différencie l'aile de l'atelier à gauche sur l'image. Ça, c'est l'aile personnelle de Le Corbusier. L'atelier, son bureau, là où il va écrire ses livres, c'est tout petit. Donc, tout est étudié. Et puis, cette porte, et alors, c'est son univers. Et la petite histoire dit qu'il était interdit à Yvonne de pénétrer cette limite. Elle n'avait pas le droit d'aller là. Parce qu'il était quand même super macho. Et pour lui, sa femme, son univers, c'était la cuisine, la chambre à coucher, la salle à manger. Mais en aucun cas, elle n'avait le droit de rentrer dans l'atelier. Et puis, sur la partie gauche, on a la cuisine en haut, la salle à manger et la chambre, elle-même séparée par un dispositif mobile d'une espèce de cloison pivotante, une cloison qui fait meuble de rangement, vous verrez ça. Et au milieu, on a, à côté de l'entrée qui est à gauche, on a le salon, avec des choses tout à fait amusantes qu'on va voir dans les photos. Il y a des émergences de l'ascenseur du dessous, par exemple. Eh ben, il va en faire un meuble. Il va l'intégrer. Voilà, vous le voyez. C'est ce carré qui est légèrement à gauche. Ça, c'est l'émergence de l'ascenseur du dessous. Alors, on va aller voir les photos parce que c'est difficile à comprendre. Tout ça, mais vous avez un petit peu la disposition domestique de la vie de Le Corbusier. Continuons les photos pour voir ce qui se passe. Alors ça, c'est une coupe qui montre quand même le dispositif tout à fait étonnant, puisqu'il va chercher un espèce de paysage. Toujours, moi, je crois que le rapport à la montagne, d'abord, Le Corbusier, il a un rapport à ses parents qui est très compliqué. Il va admirer son père va mourir, il est déjà âgé, mais enfin, il va mourir, c'est son père qui l'emmène à la montagne, il allait cueillir des fleurs à la montagne avec son père, et puis, avec sa mère, il a un rapport extrêmement compliqué. Sa mère aime surtout son frère, qui est violoniste, et ne porte pas la considération à Le Corbusier qu'il pense mériter, et Le Corbusier va lui écrire une lettre quasiment tous les jours, pour lui dire comment il va, ce qu'il fait. Et il a des lettres où il dit, mais tu te rends pas compte que je suis le plus grand architecte du monde, qu'on m'accueille au Brésil et tout. Et la mère lui répondra, oui, peut-être, mais la maison que tu m'as construite au bord du lac, il y a toujours des fuites, il y a toujours une bassine. T'as beau être le plus grand architecte du monde, ça continue à fuir. Donc, il va toujours être meurtri de ça. Et donc, dans sa maison, il y a la chambre qu'on appelle la chambre d'amis, qui est en fait la chambre de maman.
parce qu'il veut que maman vienne le voir et voit sa merveille. Et donc, il va écrire à sa maman, tu peux pas savoir à quel point mon appartement est beau, à quel point Yvonne est contente, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et cet appartement, cette coupe, c'est une montagne. Donc on est à la montagne. Enfin, c'est mon interprétation, c'est pas lui qui le dit. Donc ces formes-là, cette espèce de liberté qui contraste, qu'on retrouve un peu en haut de la cité refuge de l'armée du salut. On est très très rigide sur les plans inférieurs et d'un seul coup on se libère quand on est au sommet de la montagne. Et c'est d'une grande complexité parce que en structure, il n'y a absolument pas un mur qui tombe sur le mur du dessous. C'est donc tout un système caché de poteaux, de poutres en biais. Si un étudiant faisait ça, vous qui êtes professeur, je pense que vous lui mettriez 0 parce que on dit mais attends, mais les poteaux, ça se met pas n'importe où. Mais là, c'est pas son problème. Son problème, c'est pas la structure, c'est pas la rationalité de la structure, c'est la forme, c'est l'espace. Ouais. Le problème de Le Corbusier, c'est l'espace et la couleur. On va en parler plus tard. C'est pas la structure, c'est pas la matière. Sauf peut-être pour le mur du fond, mais on va en parler. On peut continuer. D'ailleurs, si je comprends bien, en fait, ces espèces de voûtes, on ne les voit jamais de l'extérieur parce qu'ils sont en recul un peu sur la façade, c'est ça? Alors, on les voit un tout petit peu quand on est dans son jardin, D'accord. Ok. au-dessus. On verra tout à l'heure des photos. Donc là, on a une production d'espace. On voit, là, c'est sa chambre à coucher. Vous voyez que la salle de bain est ouverte sur la chambre à coucher, la douche est ouverte sur la chambre à coucher, le lit paraît extrêmement haut et c'est parce qu'il avait mis son lit en hauteur pour pouvoir voir à travers la fenêtre le paysage qui était très beau à l'époque. Maintenant, c'est bourré de petites villas toutes moches, mais c'était un paysage très 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 champêtre. Donc, il voulait depuis son lit voir le paysage. Donc, absolument rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé au millimètre pour obtenir des sensations visuelles ou des sensations spatiales. Ça fait donc de cet appartement un objet qui s'apparente plus avec la question des couleurs. Vous savez, dans les années 20, les années 30, les grands artistes, Braque, Picasso, ils ont voulu mettre l'espace en 3 dimensions, reproduire l'espace en 3 dimensions sur des toiles en 2 dimensions. Et Le Corbusier, qui est un peintre, il s'amuse à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait en 3 dimensions une toile qui devrait être en 2 dimensions. Donc ce sont des espaces presque des espaces picturaux en 3 dimensions. Et ça, quand on restaure son œuvre, on le comprend très 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 vite, d'où l'importance de la polychromie et du rapport de la polychromie avec l'espace. Les choses sont intimement liées, mais on pourra voir dans les photographies comment ça fonctionne. Donc allons-y. Je pense que sur cette image, justement, est-ce que les meubles, c'est dessiné par lui-même? Oui, tous les meubles sont dessinés par lui-même. Alors certains avec Charlotte Perriand, mais ce sont les meubles qu'il a voulu lui-même. Sa table, par exemple, c'est une table de dissection de boucherie. Oui. Il y a des rigoles pour le sang et tout ça. On a même trouvé des traces de sang sous la table. Bon, ce n'est pas sûr qu'il ait réussi à la nettoyer. Donc c'est toujours, oui, absolument. Les meubles, c'est Le Corbusier. D'accord, ok. On passe alors. Alors, juste pour expliquer que l'édifice a été protégé en plusieurs étapes et qu'aujourd'hui, c'est un édifice non seulement classé au titre des monuments historiques, mais qui est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'il fait partie, en 2016, des œuvres qui ont été retenues pour le classement de l'œuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a failli ne pas se faire. Moi, j'ai assisté à des séances. Pourquoi ? Ce que je vais dire, j'espère qu'il n'est pas en train de regarder, mais parce que le stade Jean Bouin, qui a été restauré par Monsieur Ricciotti, a complètement effrayé les experts de l'ICOMOS, qui ont considéré que le contexte avait été tellement perturbé qu'on ne pouvait pas mettre l'appartement de Le Corbusier dans la liste des objets, puisqu'on ne pouvait plus le percevoir tel qu'il aurait dû être perçu. Bon, au final, ça s'est réglé, il a été mis, ça aurait été absolument inconcevable qu'on n'ait pas l'appartement de Le Corbusier dans les œuvres, et on a réussi à le faire passer. Mais voilà, c'est la petite histoire, quoi. D'accord. Okay. On peut continuer.
Bon, là, c'est quelques chiffres. C'est juste pour rappeler que ça fait à peu près 240 mètres carrés, et qu'on a fait énormément de stratigraphie. Vous verrez, c'est écrit, puisque la question de la couleur était très, très importante. Donc, il y a eu plus de 300 stratigraphies qui ont été faites. Alors, pas par moi, hein, parce que je suis pas le seul à avoir travaillé là-dessus. Vous avez toute l'équipe de France Graph qui a fait toute une étude documentaire, qui a essayé de refaire toute l'histoire, année après année, des transformations de l'appartement. Il y a eu une spécialiste, alors le nom va être écrit, je m'en souviens pas par cœur, j'en suis désolé, de la polychromie et des stratigraphies, qui a fait ces 300 polychromies, puisque à chaque fois on trouvait une couleur. On va peut-être voir ça sur une photo, ce sera plus rigolo que sur un tableau, mais à chaque fois qu'on trouve une couleur, il y en avait une autre dessous, et encore une autre dessous. Et toutes, évidemment, on devait les attribuer à Le Corbusier, puisque personne d'autre n'a vécu dans cet appartement. Donc, quelle est la bonne? Quelle était la bonne? J'ai une petite théorie. Alors au final, on parlera de ça, c'est important. Quand on a restauré, il a fallu choisir, comme c'est Le Corbusier a toujours été là, quel état on restaure. Est-ce que c'est l'état 1930 qui est le plus pur au sens de l'œuvre, c'est-à-dire qu'en 1930 il était encore puriste, c'était ça qu'il voulait, ou est-ce que c'est l'œuvre des années 60 qui porte toutes les strates de la vie de Le Corbusier? Bien sûr, et avec raison, on a choisi de restaurer l'œuvre des années 60, c'est-à-dire celle qui porte toute la stratification de la vie de Le Corbusier. Il n'en est pas moins vrai qu'il y avait ces questions pourquoi il a changé de couleur, pourquoi il a... et moi, je pense qu'il faut aussi... Je n'ai jamais oublié que c'était son atelier et que Le Corbusier était un peintre, qu'il a accroché lui-même ses œuvres dans son appartement. Et je pense qu'il a géré certaines surfaces comme on gère les cimaises en muséographie, et qu'il a accordé certaines teintes de fond avec les teintes des tableaux qu'il accrochait, exactement comme on fait quand on fait des expositions, et qu'il était suffisamment libre pour le faire même lui-même avec ses peintures à lui. Voilà. Donc vous avez analysé ces tableaux-là en essayant de savoir à quel... Non, ça n'est qu'une théorie, mais on a quelques photos où on voit bien qu'il y a quand même une correspondance entre la teinte du tableau et la teinte de fond du mur. Et on voit mal comment ça aurait pu être autrement. C'était un peintre, il avait un œil, un vrai œil, il n'aurait pas supporté que les couleurs se contredisent avec ses œuvres. Je pense qu'il n'aurait pas pu, ça l'aurait mis mal à l'aise. Donc, c'est sûr, c'était ses œuvres qui étaient dans l'appartement, parce que là, vous nous avez dit au début de la conférence, comme quoi même les livres, il n'avait que ses livres dans la bibliothèque. Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit qu'il avait que comparativement à d'autres, la bibliothèque est petite, voilà, et qu'il avait entre autres toutes ses productions à lui. Donc, il restait pas beaucoup de place pour les autres. C'est ça que je veux dire. D'accord. Ok, alors là, on a encore... Ça, c'est votre plan, j'imagine. Alors bon, ça c'est juste, on va passer vite parce que le temps passe et je voudrais vraiment que les gens me posent des questions. Ça, c'est évidemment, on a fait un plan, mais passez les vite ces plans, les gens iront les regarder. Voilà, les plans. Là, c'est la description de l'équipe. C'est ce que je viens de vous dire. C'est pas un travail. C'est jamais un travail solitaire. La restauration, ça demande beaucoup de compétences multiples que l'architecte, fût-il architecte en chef des monuments historiques, n'a pas à lui tout seul. Voilà, je suis pas historien. Je fais pas des recherches stratigraphiques. Voilà, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est pas de tout savoir sur tout. Mon travail, c'est de comprendre et de regarder avec un œil d'architecte. Je suis architecte, je suis pas historien. Moi, je regarde les choses qu'on me met sous le nez avec un œil d'architecte et j'essaye d'en faire la synthèse pour donner un cap aux travaux de restauration. Il ne faut pas confondre les métiers. On n'est pas voilà. Donc voilà. Alors là, vous avez encore un certain nombre de photos que vous pourrez regarder, qui sont prises par un ami qui s'appelle Cyril Weiner, qui est un très grand photographe, qui a pris des photos avant travaux de l'œuvre de Le Corbusier, qui a quand même, à la fin, après la mort de Le Corbusier, a servi d'atelier à Boginski, donc son chef d'atelier, pendant plusieurs années avant d'être vidé. Et on voit bien, entre cette photo et celle que je vous ai montrée avant, qu'il manque quelque chose. Il manque les œuvres, bien entendu, et que cet espace est un espace très très vide. Alors, petite anecdote sur le mur du fond, en pierre, là, en pierre de taille, c'est simplement le mur du voisin.
C'est tout. C'est le mur mitoyen du voisin. Le Corbusier n'a pas reconstruit un double mur, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc vous avez ici le mur en pierre du voisin, et de l'autre côté, vous avez un mur en brique. Et entre les deux, vous avez un point d'appui qui reprend au milieu une très grande poutre sur laquelle s'appuie la voûte, là, sur la droite, puisque voilà, on voit très bien que ces poutres, ces voûtes, elles tiennent sur le vide. C'est quand même sur le plan statique quelque chose d'un peu particulier, puisque les voûtes, ça pousse, enfin, ça peut pas tenir sur du vide. Donc, il pose les voûtes en béton sur un vide. Comment il fait ça? Par une espèce d'énorme poutre qui prend ses points d'appui dans les deux murs mitoyens et sur un poteau central. C'est-à-dire que la même poutre, elle a 3 points d'appui différents, trois systèmes de fondation différents si je ramène les charges au sol. Ce qui, sur le point de vue structurel, est une aberration absolue s'il y a le moindre tassement à droite ou à gauche. Mais ça gênait pas du tout le Corbusier. C'était le genre de choses ça lui allait très bien. Voilà. En plus, il était quand même un homme très radin, donc peut-être l'idée de ne pas avoir à faire un mur en plus, ça lui allait bien, et d'utiliser celui du voisin, c'était formidable. Donc, vous avez ici à nouveau ces espaces photographiés par Cyril, qui donnent quand même, dans des espaces tout petits, des effets de spatialité qui peuvent évoquer beaucoup de choses sur le plan architectural, des architectures beaucoup plus anciennes. On est là dans une atmosphère architecturale qui est très étonnante pour un bâtiment d'un des chantres de la modernité, de la répétition. On est dans un autre univers. On est déjà à Ronchamp, pour dire les choses un peu simplement, même si c'est pas tout à fait vrai, alors qu'on est dans le Corbusier des années 30, de l'immeuble Clarté, tout ça qui n'est pas du tout ça. Voilà. Toujours cette dualité de la poésie de Le Corbusier. On peut continuer. Avant votre restauration, cet appartement a été visité par les touristes, non? Oui, il était visité. Les gens pouvaient accéder. Il y a des gens qui ont travaillé là-dedans, qui s'en souviennent, qui ont travaillé chez Boginski. Donc c'est un appartement qui n'a jamais été déserté, mais qui a toujours eu des problèmes. D'énormes problèmes d'étanchéité. Déjà, Le Corbusier, il ne sortait pas de son étanchéité. Il n'arrivait pas à rendre son truc étanche. Et ça a duré longtemps. Des énormes problèmes de choc thermique, parce que ces voûtes sont pratiquement pas isolées. Il y a un peu de paille, si vous voulez. C'est pas des voûtes pleines en béton, c'est des nervures remplies de paille avec une petite dalle, chape de compression par-dessus. Tout paraît monolithique, mais l'architecture de Le Corbusier de ces années-là, parce qu'après il va faire des bétons coulés après-guerre et tout, mais c'est absolument pas des architectures monolithiques. C'est des ossatures avec des remplissages en briques, tout ça, et le tout peint en blanc. La Villa Savoie, c'est comme ça aussi. Tout le monde voit un espèce de cube magique, tout lisse, et les étudiants pensent qu'il est en béton, mais pas du tout. C'est des poutres, des poteaux en béton avec des remplissages en briques, et puis un enduit par-dessus pour rendre tout blanc. Et même la voûte est faite comme ça. Voilà, avec très peu d'isolation thermique, donc des chocs thermiques et une température en été tout simplement invivable. Vous ne tenez pas le choc là-dedans l'été. D'où le problème d'éventuellement de représenter des tableaux dans un espace comme ça, qui serait dans des conditions de conservation absolument catastrophiques. Donc, dans la restauration, on a choisi, notamment sur la question de la voûte, qui a été très compliquée, parce qu'il n'y a aucun profil d'étanchéité qui correspond à une norme ou à quoi que ce soit. On a rapporté une isolation par le dessus, avec toutes les difficultés que ça pose, de surépaisseur, de choses comme ça, pour essayer d'abaisser la température dans l'été dans le bâtiment. Voilà le fameux lit. Donc, on ne sait pas trop comment il montait. Il y avait un petit escabeau. Pourquoi le lit est si haut? Mais il faut voir la fenêtre en face. D'accord. C'est parce qu'il veut voir par la fenêtre quand il est allongé. Voilà. Et il veut voir. Et comme il a un balcon qui avance et avec un garde-corps, ça lui bouche la vue. Donc, il faut monter à cette hauteur-là pour passer le regard au-dessus du balcon. Super. Ça, c'est vraiment le travail de cadrage en coupe, quoi. Ah oui, mais c'est le Corbusier, c'est un peintre. Hein. C'est ce qu'il voit, il sait ce qu'il voit, quoi. C'est pas le hasard. On peut continuer. Il dormait seul? Ben non, il dormait avec Yvonne. Avec Yvonne, sa femme, qui l'obligeait à monter sur le lit avec un escabeau. Voilà, donc on a ici vous voyez cette espèce d'enfilade
avec ces cloisons à gauche, on est dans l'escalier, on voit vers le séjour, et à droite, on est dans l'atelier, on voit vers l'escalier, puis vers leur séjour. Et vous voyez ces grands dispositifs pivotants qui ne sont pas des portes. Il ne faut pas appeler ça des portes, c'est autre chose. Et ça sert à unifier l'espace, aussi bien sur le plan des couleurs que sur le plan de la lumière, puisque vous avez des lumières qui viennent par le dessus, par le côté, et quand il veut être tranquille, le mur se pivote sur lui-même, il se referme. Il y a donc tout un dispositif. Voilà, je vous parle de ça, et je vous parle de l'autre côté de l'autre. Qu'on voit en amont, voilà, vous le voyez de face pratiquement, en blanc là pour l'instant. Voilà, exactement. Donc on est là dans un dispositif scénique. C'est une mise en scène. Ça, c'est l'état avant travaux. Hein. Vous allez voir, après travaux, alors ça change pas beaucoup, mais ça change. Voilà, on retrouve ici à nouveau, mais on va passer assez vite, c'est toute cette matérialité, enfin tout cet espace là. Et là, on est dans la chambre de maman, la chambre d'amis. On est au-dessus du niveau que je vous ai montré et on est en contact avec la terrasse jardin. C'est minuscule. Et là, on voit qu'il y a une espèce de doublage en bois. Et ce doublage en bois n'est évidemment pas de l'époque puriste où on avait plutôt des papiers peints de Sagam, Salubra. Voilà, c'est postérieur à ça pour une raison simple, c'est que ils avaient froid l'hiver et ils avaient chaud l'été. Donc, il a essayé de générer une petite isolation et un petit doublage avec les matériaux. Et là, on n'est plus dans le blanc et la couleur, on est dans la matière, dans la matérialité du bois. Et ça, c'est évidemment postérieur à la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une autre esthétique. Le Corbusier a changé de point de vue il a changé son rapport à la matière à ce moment-là. Et donc, il le fait chez lui. Ça ne dérange pas. La question de la norme, qui est une question fondamentale quand on restaure des bâtiments, il faut qu'elle soit, faut pas qu'elle soit évacuée en disant ça me concerne pas, c'est un monument historique, parce que ça vous revient dessus obligatoirement. Il faut l'affronter tout à fait de face, mais il faut aller au fond des choses. Il faut savoir qui a fait la norme, pourquoi faire, dans quel but, et puis il faut savoir une chose, c'est que vous restaurez un bâtiment, vous le mettez aux normes de 2015 là ou de 2016, je sais plus quand on a fait ça, mais si je reviens là-dessus en 2022, c'est plus aux normes. Donc, le bâtiment, sa durée de vie à lui, du monument historique, elle est beaucoup plus longue que la durée de vie de la norme. Donc, il faut questionner la norme au regard de la durée de vie du monument. Et il faut travailler jusqu'à ce que on obtienne non pas d'échapper aux normes, mais de ne pas abîmer la matière patrimoniale par l'abus normatif qui des fois peut dégrader furieusement un bâtiment. Et pour une période de temps très courte, puisque ce sera plus valable dans 10 ans. Et du coup, spatialement, parce que là, cet appartement va être, bien sûr, accueil des visiteurs et des touristes. Donc, pour un escalier comme ça, où il n'y a pas de protection, est-ce que c'était une question au bout d'un moment de poser, est-ce qu'on va mettre un garde-corps ou quelque chose, ou pas vraiment? Non, là, c'était... Pour le coup, on avait la chance que le propriétaire, c'est la Fondation Le Corbusier, et la Fondation Le Corbusier prend ses risques sur une œuvre de Le Corbusier. Si la Fondation Le Corbusier commence à dénaturer l'œuvre de Le Corbusier, je veux dire, elle n'a plus de raison d'être. Donc, non, la Fondation Le Corbusier a pris ses responsabilités de propriétaire et de maître d'ouvrage, et sur la question ne s'est jamais posée. Sur la méthode, comme le temps passe vite, je vais essayer d'être bref et d'aller à l'essentiel. Dans la restauration de ce type de patrimoine, on commence toujours par un travail d'aller chercher les archives. Et dans le patrimoine 20e, souvent on a la chance d'avoir les photos, quelquefois même les photos de chantier. Les archives, c'est toujours bizarre parce que vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur une partie de l'ouvrage et très très peu sur une autre partie. Et être obligé de faire des conjectures en vous disant mais qu'est-ce qu'il a fait là. Vous pouvez aussi avoir plusieurs détails, le même détail plusieurs détails dessinés du même ouvrage sans savoir lequel au final
avait été réalisé. Donc ça pose souvent plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et dans le cas de Le Corbusier, on n'a pas trop eu l'embarras du choix parce que comme tout architecte qui construit pour lui-même, il y a quasiment pas de plan. La seule chose qu'on a, on sait que voilà, il faisait sa comptabilité lui-même, il comptait le nombre de clous, le nombre de barres de fer, comme c'est vraiment, c'est vraiment très drôle parce que, et puis alors il contestait le nombre de barres de fer, il dit moi vous en avez 10, moi j'en ai trouvé que 8. Ça on sait, la comptabilité, il risquait pas de dépenser un franc de plus que nécessaire, mais les plans très peu. Surtout que les plans à l'époque, c'était plutôt Pierre Jeanneret qui dirigeait le bureau d'études et qui s'occupait des plans. Donc très peu de plans. On voit bien que c'est un chantier qui fait à l'avancement, qui demande à telle entreprise de venir faire ça, de faire un autre truc. Toujours en disant ça va vous faire de la publicité, vous allez pouvoir dire vous avez fait l'étanchéité de l'architecte le plus grand architecte du monde. Donc il n'est pas dit qu'il est payé non plus très cher la plupart de ses ouvrages parce qu'il a beaucoup joué de ça. Donc la recherche d'archives néanmoins elle est très importante. Ensuite on procède à un regard sur ce qui est là. Alors il y a les choses qu'on peut voir, il y a les choses qu'on voit moins. Nous on a utilisé, vous allez voir dans les images, on a fait un scan 3D de l'ensemble. On a travaillé avec des ingénieurs qui ont fait des simulations thermiques. On a cherché à comprendre la construction, comment les choses étaient construites. Donc c'est vraiment un boulot de mécanicien. Donc on démonte la mobilette. Pour savoir comment on va la remonter et dans quel ordre on va la remonter. Alors tout ça, c'est intellectuellement, bien sûr, on ne le fait pas pour de vrai, pour essayer de comprendre comment est fait l'objet. Et ça, c'est un travail tout à fait passionnant. Nous, on utilise beaucoup, ça n'a pas été le cas ici parce que quelqu'un d'autre l'avait fait, mais on utilise beaucoup l'idée ensuite de reconstruire le bâtiment on utiliserait vite, mais enfin grâce à la 3D, on reconstruit le bâtiment avec un procédé extrêmement simple. Tout ce qu'on ne sait pas modéliser, c'est qu'on n'a pas compris comment c'était fabriqué. Donc, soit on peut pas le savoir parce qu'on n'y a pas accès, mais on sait qu'on ne le sait pas. Donc, on sait qu'il faudra faire attention à cet endroit-là quand on sera sur le chantier. Soit on ne le sait pas parce qu'on n'a pas assez cherché. Soit on va chercher dans d'autres œuvres de la même époque, comparatives, quel pouvait être le type d'isolant, par exemple, qu'il utilisait. Et là, on finit par trouver les choses. Donc, regardez, reconstruire intellectuellement l'objet, c'est la base. Et puis, troisième chose qui est très importante dans le processus de la restauration du patrimoine, quel qu'il soit, c'est hiérarchiser les valeurs. C'est dire qu'est-ce qu'il y a de la valeur là-dedans et pour quelle raison. Alors, ça peut être parce que c'est beau, c'est une raison esthétique, ça peut être une raison historique, documentaire, c'est unique, on n'a fait que ça ici. Alors que chez Le Corbusier, évidemment, la question se posait moins dans ce sens-là parce que tout avait un sens et une valeur. Mais c'est pas le cas dans toutes les restaurations de patrimoine. Vous pouvez faire une hiérarchie en disant si je fais un projet et que je suis obligé d'intervenir sur quelque chose pour le mettre aux normes, par exemple, ou pour modifier, ou pour faire l'accessibilité handicapée, ou pour faire un truc comme ça, j'agirai plutôt sur telle partie de l'ouvrage qui a moins de valeur que sur une autre partie de l'ouvrage. C'est un travail intellectuel et c'est évidemment un travail de projection qu'on fait rarement tout seul, on le partage avec l'ensemble des intervenants, mais c'est quand même l'architecte restaurateur qui a le leadership là-dedans et qui doit définir ses critères de valeur. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, qu'on a fait ce qu'on appelle le bilan sanitaire, qu'on a regardé les choses si elles étaient en bon état, en mauvais état, à ce moment-là, on commence le projet architectural en fonction de l'idée qu'on se fait. Et chez Le Corbusier, je vous l'ai dit, ce qui était évidemment très très important, c'était évidemment de ne rien casser. Tout avait une importance puisque Le Corbusier s'intéressait à la lampe, il avait dessiné sa lampe, il avait dessiné un tas de trucs. Et puis la question de la couleur était absolument fondamentale puisqu'on est là dans un tableau en 3D et que les couleurs et l'espace sont complètement imbriqués. Donc la question de la remise en polychromie chez Le Corbusier, plus que chez beaucoup d'autres architectes de la même époque,
était une question fondamentale. Donc, ça a été un travail de fourmi. Selma, qui est la chef de projet chez nous, Salma, qui est la chef de projet, y a passé énormément de temps. Elle a regardé tout, les interrupteurs, les prises. Elle cherchait sur les photos s'il y avait bien une prise à tel endroit, quelle tête elle pouvait avoir. C'est pas pour refaire forcément la même prise, mais c'est pour bien comprendre ce qu'on fait, parce que tout avait son importance. Et puis, là, il y avait une architecte à la Fondation Le Corbusier qui est évidemment été responsable du projet, qui a, elle, été déterminante dans l'opération, puisqu'elle a conduit cette opération magistralement, parce qu'elle coordonnait les autres intervenants, donc Franck Graf. En gros, le maître d'ouvrage délégué, on peut dire. Non, c'était le maître d'ouvrage. Ça lui appartient. Ça appartient à la fondation. Ouais, d'accord. À la fondation Le Corbusier. Donc voilà, c'était une aventure collective, et les décisions ont été prises collectivement. Là aussi, notre travail, c'est de guider, de faire la synthèse, mais c'est pas forcément de décider à la place des autres. Voilà, on peut discuter des choses. C'est important de discuter. Justement, là, si je résume ce que vous venez de dire, il y a 3 étapes: regarder, reconstruire et après hiérarchiser les valeurs. Justement, voilà. Il y a une question là maintenant qui se pose. N'est-il pas parfois hasardeux d'analyser l'ancien sous le prisme de préoccupations d'aujourd'hui? Alors, hasardeux. Alors, là, je comprends la question, et je vais évidemment y répondre indirectement. Il faut assumer une chose quand on restaure un bâtiment, c'est que la restauration, c'est un projet. Voilà. C'est-à-dire qu'on projette sur un objet qui est là, une idée qu'on s'en fait, l'idée qu'on se fait de la valeur de cet objet pour notre époque. Si je restaure une petite ferme du XVe siècle au milieu de la campagne, il est possible qu'au XVe siècle, cette ferme n'avait aucun intérêt. D'accord ? Ça n'intéressait personne. Il y en avait des milliers, des comme ça. Mais je vais restaurer celle-là parce que c'est la seule qui me reste. Je vais la restaurer parce que c'est la seule qui me reste, et je vais la restaurer d'une certaine façon. Donc, on ne peut pas restaurer avec la tête de Le Corbusier en 1934. On restaure forcément avec notre tête à nous, dans notre époque à nous, et on projette. Et c'est là où je dis que c'est un projet. Et quand je dis que c'est un projet, il y a donc à assumer des choix. Voilà, c'est pas du hasard, mais c'est des choix. Simplement, il faut les expliquer. Il faut dire pourquoi on a choisi de faire telle ou telle chose. Et évidemment que notre contemporanéité, elle est meublée de tas de choses qui n'existaient pas en 1935. Voilà, la Wi-Fi, ça n'existait pas. Quand je restaure le château de Chambord, il n'y avait pas l'électricité. Mais je suis bien obligé de considérer la mise en lumière, l'électricité, les choses comme ça. Donc, il ne faut pas croire que la restauration consiste à revenir en arrière. Il n'y a pas l'histoire, le temps ne va pas en arrière. Le temps, il avance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ces objets-là ont à nous dire aujourd'hui. Comment on peut faire en sorte qu'ils nous apprennent encore quelque chose. Et on fera des erreurs. Et les autres les corrigeront, et on fera il faut simplement veiller à ne pas faire des erreurs trop brutales, trop stupides, d'où l'intérêt de parler, que ces décisions soient collectives, qu'elles soient assumées par un ensemble de personnes, historiens, architectes, qu'on aille dans une direction. Donc, si on restaure en voulant avoir tout juste, en bon élève, on aura tout faux. C'est surtout ça. C'est qu'on va passer totalement à côté de l'objet. Donc, il faut être soucieux des détails, les comprendre, pas pour les reproduire, mais pour éclairer l'ensemble, la big view du truc. Qu'est-ce qu'il voulait faire là-dedans, Le Corbusier? Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était quoi son truc? C'est pour ça que je vous parle de la montagne, je vous parle de la lumière, je vous parle de tout ça. C'était quoi son truc? Et moi, je me suis fait une idée de son truc. J'ai essayé de la faire partager à d'autres. Certains y adhèrent, d'autres n'y adhèrent pas. Mais je l'ai trouvé dans sa biographie, je l'ai trouvé dans les objets, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, je pense que son idée était là. Alors oui, c'est un projet, oui, c'est une interprétation, mais prétendre faire de la restauration tout juste, je pense que c'est très dangereux. Parce qu'on se cache derrière une fausse. Et donc là, ça rentre justement dans la 3e phase que je trouve très importante, de la hiérarchie des valeurs. Et c'est là où vous décidez. Et comme vous dites, l'équipe, elle est tellement pluridisciplinaire et tellement grande
qu'en fait tout le monde assume. C'est pas que l'architecte, c'est pas que vous qui vous assumez les choix, c'est en fait beaucoup de partage avec tout le monde Bien sûr. avant de décider. Ouais. Bien sûr, parce que chacun a une connaissance de la chose et on essaye de s'approcher au plus près de quelque chose qui est pertinent et qui a du sens. C'est pour ça que c'est un art de projet, mais c'est pas un art de projet solitaire. C'est pas je fais mon truc, je suis le plus grand architecte en chef du monde et je suis tout seul et je suis le meilleur. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais c'est un projet. Il faut absolument l'assumer. Si on n'assume pas dès le départ tous les intervenants qu'on est en train de faire un projet, on a peur et on fait que des conneries. Donc, on va passer rapidement là-dessus parce que là, je pense que je vous ai dit l'essentiel et que ce qui serait bien, c'est qu'on partage. On va regarder les photos de la fin du chantier. Alors ça, c'est le nuage de points qu'on a réalisé pour essayer de comprendre. Surtout là, ça avait du sens parce que la géométrie est super compliquée. On voulait voir s'il y avait des déformations dans les voûtes. Enfin, on a pu analyser tout ça grâce à ces technologies qui sont formidables, qu'on n'avait pas avant, si vous voulez. Avant, c'était très compliqué de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, quand même, c'est devenu très, très facile. On peut avancer. Vous allez voir le travail de Salma. Donc, qui a passé énormément de temps dans le détail, à repérer les éléments, à repérer les choses. Alors, vous n'avez pas ici tous les détails d'étanchéité qui sont très compliqués, mais là, on a travaillé avec des très grandes entreprises. Par exemple, l'entreprise qui a refait l'étanchéité, qui est une étanchéité bituminée, c'est une entreprise de monuments historiques spécialisée dans le plomb, qui fait aussi de l'étanchéité et qui a restauré les toitures en plomb de l'Élysée, qui a restauré les plus grandes toitures en plomb et en ardoise des monuments parisiens. Et j'avais besoin de ce niveau-là de technicité. Je pouvais pas m'en sortir avec un simple étancheur qui fait des relevés en alu et tout ça, parce que on serait jamais arrivé au bout. Donc j'ai pris un type qui connaît le plomb pour faire de l'asphalte. Vous voyez, ça, on a la chance quand on s'occupe de patrimoine d'avoir des entreprises de top niveau. Surtout que là, je vois qu'il y a eu, enfin, une toiture jardin, c'est justement. Alors oui, parce qu'on l'a pas vu cette image. On va continuer pour voir l'image. Et bien sûr, Le Corbusier avait. On va continuer. On va essayer d'aller aux images directes si c'est possible. Bon, ça c'est tous les détails. Bon, vous imaginez bien qu'on a dessiné tous les détails. Enfin, je parle à beaucoup d'architectes et vous comprenez le travail qui a pu être réalisé pour essayer de maîtriser tous les loquets, les gonds, les charnières, les tablettes. On va continuer. Toute l'électricité, c'est toujours intéressant. On voit un peu le carnet de chantier parce qu'il a quand même fallu faire des échafaudages importants pour aller restaurer toutes ces parties. On voit ici les gars au travail, un parapluie pour couvrir c'est une copropriété, il fallait pas qu'on inonde les voisins. Donc la mise en œuvre est assez compliquée, mais bref, c'était pas un petit chantier, même si surtout cette question de l'étanchéité. Vous voyez ici le dessus des voûtes qu'on a gratté, on a enlevé. Il y avait bien sûr de l'amiante et du plomb. Ça aurait pas été drôle s'il n'y avait pas eu l'amiante et le plomb. Donc, il a fallu désamianter, ensuite occuper, déplomber une partie, revenir au béton des dalles pour ensuite faire une étanchéité. Là, on a essayé d'utiliser des produits d'isolation, y compris des produits qu'on utilise dans l'aéronautique, qui sont des aérogènes extra fins, mais malheureusement, ces aérogèles ne marchent pas en support d'étanchéité, il n'y a pas d'avis technique, donc on a pu les utiliser que sur les parties verticales et dans les fonds de chéneaux pour éviter les surépaisseurs, puisqu'avec 6 mm d'aérogel, vous avez l'équivalent de 10 cm de laine de roche, c'est quand même extrêmement bien. Donc on a le droit de faire des avions avec, mais pas des toitures. Donc vous avez ici tout ce travail, et vous comprenez les reliefs qui sont d'une complexité absolument terrible. Et là, on a travaillé pour vous. Là, sur le dessus, c'est plutôt des roofs mat, donc du verre cellulaire. Et pour ne pas faire de surépaisseur, on l'a fini taillé en biseau, taillé en biais, pour finir à 1 cm. On en commence à 10, on finit à 1. C'est un travail d'orfèvre, quoi. C'est de la sculpture sur polystyrène. On peut continuer. Vous voyez que tous ces reliefs sont compliqués. Là, on a un travail sur les briques de verre. On a travaillé avec le laboratoire de recherche des monuments historiques.
les briques n'ont pas été, les briques qui avaient été changées dans les années 70 pour de la brique non Nevada ont été remises en briques Nevada, et les briques Nevada ont été restaurées avec des cols tout à fait spéciales qui se soudent à chaud, qui se polymérisent à chaud pour restaurer la brique elle-même. Donc c'est un travail. On peut continuer sur le chantier lui-même. Voilà. Oui, je suis là. Ok. On continue. Là, on voit de près toute cette question des joints, des briques que j'essayais de vous dire tout à l'heure, que le joint de la brique, c'est vraiment quelque chose qui doit disparaître le plus possible. En plus, il y a un problème qui est tout bête dans les briques de verre, c'est que aujourd'hui, on fait des joints plus larges pour des questions de dilatation. Mais quand vous avez un trou qui a été fait pour mettre 10 briques de verre de 20 cm, si vous commencez à faire un joint ou plus large, ben les briques elles passent plus. Le trou il est plus assez grand. Donc à l'armée du salut, on a fabriqué des briques de verre spéciales. On a fait un scanner d'une brique de verre 20 par 20. On l'a anamorphosée informatiquement pour qu'elle fasse 19,8 par 19,8 pour pouvoir avoir un joint qui fasse 4 mm de plus de chaque côté pour être sûr que ça allait pas se dilater. Vous voyez, donc on s'amuse, on a fait un moule spécial, on s'amuse à faire des choses tout à fait pas ici. Ici, on n'a pas eu besoin de faire ça. Voilà, vous avez ici encore le travail sur la brique, je crois. On peut continuer. Ça, c'est les briques neuves. Donc là, on voit qu'on a dû fabriquer des panneaux de briques Nevada neuves sur le moule ancien, parce qu'elles avaient été changées pour de la brique horrible, primalite, machin. Voilà, cette esthétique tout à fait particulière de ces briques. Vous avez ici du travail de restauration des céramiques qui est nettoyé. On a nettoyé les joints, on a conservé dans cette affaire. En plus, il y avait de l'amiante sous le sol, carrelage, donc on n'a pas enlevé le sol. On l'a nettoyé. Donc on admet aussi l'imperfection. Quand c'est pas parfait, c'est pas grave. Ouais. On peut continuer et on arrive ensuite. Je sais pas où on en est là. On est revenu. On est à la fin du chantier. Vous êtes sur les photos de. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc on est là sur les photos. On va les passer vite parce que je voudrais vraiment que les gens puissent que je puisse répondre à des questions. Juste, vous les verrez sur le site. On voit ici, par exemple, tous les doublages bois ont été démontés, restaurés, remis en place parce que ça se voyait pas sur la photo d'avant, mais ils étaient assez délabrés, fissurés, ils tombaient. Donc, pour arriver à ce travail, toute la plomberie a été conservée, restaurée. Le volet coulissant en bois sur le côté là a été entièrement démonté, restauré. La menuiserie aluminium entièrement démontée, restaurée. Donc, c'est vraiment un travail de toutes petites choses qui fabrique un tout à la fin et qui va permettre à cet appartement de durer encore peut-être 30, 40 ans, je ne sais pas. Dans 40 ans, il faudra s'y remettre pour l'entretenir. Donc voilà un petit peu ces images. On ne voit pas les citations, vous les verrez sur le site. Je pensais... Il y a de la la prochaine fois, je ne mettrai pas de citation. J'ai compris que ça passait mal. On peut continuer. Et là, on arrive quand même à des cadrages qui sont d'une... Voilà, plastiquement, c'est quand même des espaces assez incroyables, avec cette lumière qui arrive de tous les côtés. Et c'est vraiment très beau. Quand on est dans cet appartement, on a un sentiment d'espace. Alors voilà, la fameuse table qui est une table de dissection. Cette petite idée de la couleur et du vitrail au bout de la table, ça c'est un truc de Le Corbusier, ça, une espèce de boîte de vitrail. Il y a beaucoup de références à l'architecture classique chez Le Corbusier, à la grande architecture. Vous voyez ici les restaurations des couleurs. Vous n'aviez pas la tête de lit comme ça, bleue au début. Ça c'est lié au sondage polychromique. Donc on arrive à des éléments comme ça qui sont extrêmement frappants sur le plan des couleurs. On peut continuer, je pense qu'il y en a d'autres très beaux. Voilà, ça aussi c'est un espace incroyable avec ce jour, ce puits de lumière qui vient éclairer ces deux faces, l'une rouge, l'autre bleue, et le tapis en peau de vache qui a été refait sur la base des photos des années 60, une petite table Charlotte Perriand.
un fauteuil LC 4 ou je sais plus quel numéro. Donc on est là chez lui, même s'il manque encore les objets. Hein. Mais ça, je pense que la Fondation Le Corbusier réfléchit encore à une forme de muséographie de l'espace. Voilà. Et là, on comprend cette dilatation des espaces. Vous voyez ces murs, les couleurs, le bleu n'était pas bleu dans la photo de Cyril. Le mur bleu, il est redevenu bleu. Et là, on a vraiment quelque chose de tout à fait, avec des peintures à l'huile. C'est absolument pas des peintures acryliques. C'est tout un travail qui a été fait sur le liant même de la peinture. On a utilisé les mêmes liants. On a eu un mécénat d'ailleurs du fabricant de peinture qui a fourni ces peintures. C'est des peintures très chères, très difficiles à appliquer proprement. Voilà, et on arrive à reproduire cette spatialité. Donc, je ne peux que vous inviter à aller le visiter quand vous passez à Paris. Voilà. Donc, ce que vous voyez, le petit meuble au fond, c'est avec le petit poteau qui ressort, c'est l'ascenseur. C'est la tête de l'ascenseur. Voilà. Ah, ça, okay. Ça c'est la gaine d'ascenseur. C'est pas un meuble. Il y a rien en dessous, il y a la gaine de l'ascenseur. Wow, ok. Voilà. Mais ça, c'est du Le Corbusier. Vous voyez des couleurs étonnantes, mais qui sont vraiment issues du travail extrêmement précis des restaurateurs de peinture et des sondages. Voilà, vous avez une petite vision voilà, j'ai mis une petite bibliographie à la fin, si vous voulez lire le livre de Franz Graf qui retrace toute la vie de cet appartement, qui est c'est long à lire, hein, mais les vacances arrivent. Voilà, donc je vais peut-être répondre aux questions si vous voulez. C'est super, merci beaucoup, c'était très passionnant. C'est vraiment très très passionnant. Bon, je vais prendre quelques questions. Alors la première question était peut-être je vais la prendre à la fin parce qu'il résume un peu notre conversation. Mais là, on a une question de ne pas produire à l'identique est une évidence de l'évolution des bâtiments. Pourrons-nous identifier les différents éléments de chaque période historique où tout est confondu? Alors, c'est évidemment une très bonne question. On essaye, ici on a choisi de restituer l'esthétique des années, de la fin de la vie de Le Corbusier, des années 65. On n'a rien enlevé du reste, on l'a laissé. On est passé par-dessus. Donc, il y a encore des restes de papier salubra dessous et tout ça pour ceux qui un jour voudront aller faire des sondages stratigraphiques. Donc, la question, elle est double parce que dans ce cas-là, c'est ce qu'on a fait et on a documenté tout ce qu'on a appris, on l'a documenté. C'est-à-dire qu'il existe à la Fondation Le Corbusier un document auquel on peut se référer si on veut savoir et comprendre comment c'était avant, après. On a fait des petits témoins, des sondages stratigraphiques. Donc dans les murs, des fois, il y a des petits trucs. C'est pas parce que c'est mal peint, c'est parce qu'on a voulu laisser la trace de la stratigraphie. Si un étudiant passe ou quelqu'un qui est intéressé, il dira tiens, à un moment, ce mur qui est bleu, il a été jaune à un moment, sans savoir quel moment, mais il faudra aller lire le livre pour savoir à quel moment. Donc pour donner une trace de ça. Après, c'est très difficile dans le même objet qu'il exprime plusieurs périodes à la fois. Quand on intervient, nous, pas sur Le Corbusier, mais sur d'autres bâtiments, et qu'on a des interventions pour faire des ascenseurs, pour faire ça, vous pouvez regarder sur notre site, on fait toujours en sorte que ce soit totalement identifiable. Ça porte la marque de notre temps, mais du coup, ça pose la question de quel matériau, de quelle couleur, de quelle forme par rapport au reste. Et ça, c'est absolument passionnant. On a pu faire des cuisines dans l'abbaye de Royaumont sous des voûtes, et il fallait faire une hotte de cuisine, et on a fait un truc en laiton bruni, horizontal, on voit bien que ça n'a pas été fait au XIIIe siècle ni même au XIXe siècle. Ça porte tout à fait la marque de son temps, c'est tout à fait identifiable, mais c'est pas n'importe quoi, c'est pas une hotte dégueulasse achetée dans le commerce. C'est un truc, donc il y a une exigence de maîtrise du détail et de la matérialité qui est bien plus grande que si on faisait ça n'importe où. Donc on doit le faire, mais on doit. Alors je dis pas se mettre au niveau parce que il y a certains architectes, moi je peux pas prétendre être au niveau de Le Corbusier, mais on doit quand même essayer de faire en sorte de pas faire une grosse faute d'orthographe au milieu du. Voilà. Oui, je comprends. Mais alors, deuxième question. Au Maroc, plusieurs bâtiments modernes d'importance sont de l'ordre de la propriété privée, pas souvent sensibles à la valeur.
comment se doit l'approche d'initiation pour l'objectif de restaurer? Ça, je pense, c'est une question qu'on s'en pose beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire on a à Casa, par exemple, on a de super belles villas modernistes construites qui ont fait la une de pas mal de magazines à l'échelle internationale et tout, mais les proprios, soit ils vont vendre et puis ils vont partir, soit ils sont pas sensibles. Donc, comment, pour l'objectif d'initiation, est-ce il faut initier, est-ce qu'il faut sensibiliser, comment faire en fait? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs, bien sûr, initier, sensibiliser, c'est très important. C'est une chose qu'on peut faire. Le deuxième point très important, c'est la formation des architectes. C'est-à-dire que tant que ces gens-là trouveront des architectes pour massacrer leur bâtiment, ça continuera. Donc il faut former les architectes et punir ceux qui font du travail, du mauvais travail, les rayer de l'ordre des architectes, je sais pas moi, faire quelque chose. Et puis il faut aussi qu'il y ait un corpus juridique. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, j'imagine que vous avez un système de protection, un système de surveillance qui se doit pas forcément d'être punitif. Le but n'est pas de punir les gens qui font mal, mais qui doit être absolument organisé avec des présences, avec des professionnels capables de conseiller, capables de dire, et puis capables de dire non. À un moment, il faut être capable de dire non. Voilà. Et ça, c'est le pouvoir. En France, c'est le pouvoir de l'État. C'est le ministère de la Culture avec les services des monuments historiques, dont je fais partie. Même si mon rôle n'est pas de dire oui ou non, j'ai aucun rôle dans les autorisations. Les architectes des bâtiments de France ont des rôles pour dire oui ou non sur des choses, et ils exercent ce pouvoir. Alors des fois, à tort, ça crée des problèmes, mais la majeure partie du temps, ils évitent des massacres terribles, parce qu'il n'y a pas qu'au Maroc qu'il y a des propriétaires de merveilles qui sont prêts à faire n'importe quoi. Hein. C'est évidemment pareil en France ici. Alors en France, l'appareil d'État fonctionne, la formation, il y a beaucoup à dire encore, et la sensibilisation, ça commence. Voilà. Et ça, la sensibilisation, c'est c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Voilà, on donne la parole, on montre des images. Petite anecdote, quand on a restauré les Halles du Boulingrin, c'était tellement délabré, les gens du quartier voulaient tellement qu'on démolisse ça, qu'on n'osait même pas dire qu'on travaillait là-dessus. Et on allait dans le restaurant d'à côté, on ne disait pas qu'on travaillait pour restaurer les Halles du Boulingrin. Et le jour de l'inauguration, dans le même restaurant, le patron qui payait la tournée à tout le monde en disant quand je pense qu'il y en a qui voulaient le démolir. Mais oui, parce que tout simplement ils s'en doutaient pas qu'ils avaient un truc bien. Et ça, évidemment, c'est le travail des architectes. Les architectes sont là pour montrer ce que les autres ne voient pas. Ok. Alors, est-ce que tous les bâtiments peuvent être restaurés, ou est-ce qu'il y a une limite historique ou technique pour dire Bon, il y a forcément à un moment, il y a forcément des limites. Il faut pas être, on peut pas. Le monde, c'est pas. Là aussi, c'est une question de hiérarchisation et de valeur. On peut pas tout garder par principe. C'est absurde. Dans la vie, on garde pas tout par principe. Nous-mêmes, on jette des trucs au bout de 20 ans qui sont dans la cave, on n'en veut plus et tout. Donc le but, c'est pas de tout garder, mais le but, c'est de jamais perdre le fil de la valeur des choses. Voilà, et d'être capable d'avoir une hiérarchie là-dedans. Parce que le trop-plein, il va faire exactement l'effet inverse. Quand on va dire on garde tout, comme on n'aura pas les moyens, on va rien faire. On n'aura pas l'argent, donc on va tout laisser se détruire. Donc il faut ça. Et une chose très importante, comme l'architecture, je vous l'ai dit, c'est un art social, un art utile, il faut que les architectes trouvent des utilisations à ces monuments. Non pas qu'on les impose, parce que sinon on va transformer. Mais il faut que nous, on soit à la manœuvre en tant qu'avocat du truc, en disant d'accord, c'est pas en bon état et tout, mais si je le restaure, ça va devenir ça va vous aider à faire ça. Donc on a un travail comme ça, nous, qui nous revient d'avocat de la chose. Parce que si c'est inutile, un monument, aussi beau soit-il, va disparaître. Ouais. Je comprends de votre réponse qu'un monument, qu'un bâtiment qui doit être restauré, il doit survivre surtout. C'est-à-dire si on ne lui injecte pas une nouvelle vie. Si on ne lui injecte pas une nouvelle vie, il est foutu. Alors la nouvelle vie, si le bâtiment est magnifique, ça peut être simplement d'être magnifique parce que la société a envie d'avoir un monument magnifique à cet endroit-là. Mais ça, c'est vrai pour quelques monuments.
Tout le reste du patrimoine dont on parle, c'est des choses, si on veut les sauver, il faut qu'on les utilise. Et qu'on les utilise pas seulement pour faire des musées, parce qu'on va pas faire un musée dans chaque bâtiment, dans chaque monument historique il faut qu'on soit assez malin pour trouver des utilisations qui peut-être vont aménager ce monument, peut-être modifier certains éléments, mais le sauver. Absolument, absolument. Ok, alors aujourd'hui, comme vous savez, il y a énormément, vous avez une grande expérience à travailler sur la restauration. Je le rappelle, vous êtes architecte en chef de restauration de monuments historiques en France. Et donc, du coup, par rapport à votre expérience, est-ce que vous pensez que le futur de l'architecture ou le futur de l'exercice de l'architecture dans des villes comme Paris, dans des villes historiques, est-ce que ça va être que la restauration? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de terrain, on n'a plus de construction neuve à faire. Est-ce que la restauration prend de plus en plus d'ampleur? Alors, un jour, j'ai sorti une phrase et puis vraiment, ça a plu à des tas de gens, mais c'était un hasard parce que j'avais dit conserver, c'est moderne. Puisque on fait toujours le procès aux gens qui font de la conservation d'être des vieux croutons qui n'aiment que le passé, qui trouvent que la modernité est moche et tout ça, ce qui n'est pas mon cas. J'adore l'architecture moderne, je trouve qu'il y a des œuvres extraordinaires. Mais de reconnaissance de la valeur patrimoniale de certains objets, tout ça, mais aussi pour des raisons d'écologie, pour des raisons de préservation, pour des raisons de... la modernité, c'est plus d'arriver dans une ville, de tout casser, et puis de faire un machin en titane qu'on vient photographier par avion du monde entier. Je pense que ça, c'est terminé. Ça va exister encore un peu à droite, à gauche, et je pense maintenant qu'il y a beaucoup de pays qui se posent la question de la richesse qu'ils ont déjà et que cette modernité-là, les jeunes architectes vont l'apporter dans les années à venir et ça va être merveilleux. Et c'est aucun renoncement à la modernité, c'est aucun renoncement à la création. C'est juste de comprendre qu'on peut créer sans détruire. C'est tout. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, mais ça l'a été pendant toute la fin du XXe siècle. Ouais. Eh ben, on finit par les jeunes, voilà. Justement. Un conseil pour les jeunes, pour les étudiants et pour les jeunes architectes. Alors, si cette question patrimoniale vous intéresse, vous passionne et tout ça, surtout, ne vous jetez pas là-dedans trop vite. Ayez des expériences d'architecture, de créer des logements sociaux, il faut avoir cette expérience-là pour ensuite aborder la question du monument historique, parce que c'est un métier en fait très technique. Nous, on ne fait pas de la grosse chirurgie, on fait de la chirurgie non invasive, dans des petits endroits, avec des petits... Ce qui compte, c'est comment on raccorde un matériau à un autre, et pour ça, il faut avoir de la pratique de la construction. Ouais. Donc la pratique de la construction, elle est à la base de la restauration. C'est pas juste des grands principes, des grandes doctrines, ou c'est pas parce qu'on aime les vieilles pierres qu'on va être capable de restaurer. On sera capable de restaurer quand on saura que pour mettre une cornière en acier avec une autre cornière en acier, si je mets la vis dans un sens, je pourrais pas visser. Donc il faut avoir la compréhension de la main, la compréhension du détail, et ça demande. Alors je dis évidemment, si on est passionné, on peut l'acquérir tout en faisant les études. Mais je vois trop de jeunes qui se précipitent à l'école de Chaillot à 24 ans. Dans l'idée de devenir les grands restaurateurs de tout ça. Et je leur dis, attendez, faites des expériences avec des bottes en caoutchouc pour voir comment on coule une nappe en béton, où on met les aciers et tout. Voilà. Et après, ce sera beaucoup plus intéressant comme étude, parce que vous ne serez pas tétanisé par l'idée du patrimoine. Parce que chez beaucoup de jeunes, ils veulent faire du patrimoine et ils en ont peur. Alors, ils ne veulent pas toucher, ils ne savent pas toucher, tout ça. Donc, ils sont terrorisés par l'objet de leur amour. C'est comme, voilà, c'est trop beau pour eux, ils aiment trop, donc ils ne savent pas par quel bout prendre. Donc, pour bien le faire, il faut du recul. Il ne faut pas sacraliser les choses. Il faut les voir pour ce qu'elles sont. Et il faut pas. C'est pas une religion. Je suis pas le prêtre du patrimoine. Voilà, c'est pas le nouveau Dieu. C'est pas du tout ça. C'est un truc très technique, très pratique, très enthousiasmant.
mais sur lesquels il faut rester la tête extrêmement froide. Sinon, on part dans des espèces de croisades ridicules et on fait rien. Tous les gens qui se sont mis en travers des démolitions n'ont jamais empêché un truc de se démolir. Par contre, ceux qui ont vu le problème un peu froidement, ils ont peut-être obtenu des résultats. Eh ben super, franchement, si c'était possible, on allait vous prendre jusqu'à minuit. Mais bon, Non. En tout cas, pour clore, n'hésitez pas, si vos étudiants, si vous-même, et je vous l'ai proposé tout à l'heure, vous êtes sur Paris, vous passez, vous n'hésitez pas à venir nous voir. On a des beaux bureaux près de la gare du Nord, rue de Dunkerque. On a des bureaux aussi près de Genève. Et puis, dans la mesure du possible, bien sûr, parce que si vous venez à 250 le même jour, ça va être difficile, mais dans la mesure du possible, on sera très heureux de vous faire partager l'enthousiasme, de vous faire connaître notre équipe. C'est une trentaine de collaborateurs, très jeunes, très dynamiques. Vraiment, et si vous voulez, on pourra discuter, si j'ai le temps, ou vous discuterez avec les jeunes, voir 2-3 chantiers qui sont intéressants et discuter de ça, parce que je pense que vous avez raison. Un des grands champs d'action pour les architectes pour demain, le nouveau champ de la créativité et de la modernité, c'est de faire avec ce qui existe. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre temps. C'était très sympa. Merci beaucoup. Ça Alors, je regrette de ne pas avoir vu tous les internautes, mais je les salue très chaleureusement et je les remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir levé des pouces là. Voilà. J'espère que je vais pouvoir leur lire parce que ça m'intéresserait beaucoup de leur lire. Donc, merci à tous et n'ayez pas peur de vous investir dans ces champs qui sont super. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir, bonne soirée. À bientôt. Je vais aller vous voir à Casablanca. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.